Ouais, bah oui, c'est probablement World of Warcraft, oui, Ah, évidemment. ok. En temps, Oui, je sais T'as fait qu'avant d'arrêter, j'avais fait un slash play play. et j'avais été absolument outrée Ouais. du temps passé sur ce jeu. Donc, 6 ans de ma vie. mais oui. Les jeux vidéo, devenus le mastodonte du divertissement, mangent tout cru le cinéma, la musique et la télévision, à tel point que les investisseurs et financiers en tout genre se sont précipités vers cet Eldorado en y imposant le cauchemar des gamers, lootbox, microtransactions, idéologie politique, etc., etc. Il est bien loin le temps où jouer à un jeu vidéo était raillé et vu par la majorité comme un complexe, un refus de grandir. Il y avait même un terme pour ces gens-là, des geeks, et être un geek c'était le suicide social. Aujourd'hui, le geek est revenu en force et a pris le pouvoir. Être un geek, c'est bien à présent. C'est être dans l'air du temps. C'est in. Alors tous affichent leur geekitude avec fierté en arborant des t-shirts, des sacs, casquettes et autres goodies. Les anciens geeks, avides de cultiver leurs différences, ont poussé le vice pour devenir des nerds, avec comme axe central la pratique des jeux vidéo. Mais c'est quoi un jeu vidéo ? Comment on fait un jeu vidéo ? Pourquoi on joue ? Comment on joue ? Abigail, aujourd'hui productrice chez Dontnod, les créateurs de hits comme Remember Me et Life is Strange, vient nous éclairer sur les coulisses du milieu, et c'est tant mieux parce que j'avais plein de questions à lui poser. Alors je suis content parce qu'on va parler jeux vidéo. Non pas que j'aime pas le doublage et l'acting, bien au contraire, c'est mon métier, mais parler que de ça H24, bof. Du coup, Abby, quand je t'ai connu, t'étais chef de... Je sais pas pourquoi des notes hautes comme ça arrivent sur certaines voyelles. Quand je t'ai connu, t'étais chef de projet pour une boîte de localisation. Déjà, c'est quoi la localisation ? Alors, la localisation, c'est l'adaptation culturelle. Donc, c'est la traduction et l'adaptation culturelle. Et ça peut s'accompagner du doublage. Voilà. Donc, parce que quand tu as... alors, c'est un peu passé comme exemple, mais quand tu as une vanne qui se base sur une série américaine des années 70 qui n'a jamais été diffusée en France, il faut trouver un équivalent français pour que le joueur ou le lecteur ait le même niveau de vanne. Voilà. C'est pas juste de la traduction, c'est de l'adaptation culturelle. Pas mal, tu fais ça bien. Tu dis les mots bien, comme il faut. J'ai beaucoup expliqué ce que c'était que la localisation. Ouais, bah, je vois ça. Quel était ton rôle à toi ? Alors, dans la première boîte où on s'est rencontrés, c'était de récupérer les textes, d'organiser la traduction et l'adaptation culturelle, et quand on nous le demandait, d'organiser aussi les enregistrements avec les équipes son. Avec des gens comme toi. Avec des gens comme moi, ouais. Faire des castings, prendre le feedback du donneur d'ordre, et puis enregistrer tous les textes qu'il fallait enregistrer. Ça, c'était dans la boîte de localisation. Ouais, mais après, ça a évolué, bien sûr. Et après, je suis partie à Ubi, qui était un de nos prestataires, enfin un de nos donneurs d'ordre. Et je suis partie chez les gens qui avaient les sous. Et là, j'ai fait le même job, mais du coup, je m'occupais plus que du français, je m'occupais de toutes les langues. Donc, je donnais des ordres à mon ancien moi, et il y avait un ancien moi dans chaque pays. C'est pas fou ? C'était dingo. C'était vraiment incroyable. Tu vas en chier comme j'en ai chié. Non, justement. Alors, c'était trop cool parce que je savais ce que c'était que d'être à l'autre bout de la chaîne. Mm-hmm. Et comment est-ce que... Je m'organisais comme j'aurais aimé que mon donneur d'ordre s'organise. T'avais cette bienveillance. Ouais, et c'était vraiment cool. Et du coup, c'était très, très sympa de bosser avec des gens dans plein de pays. Et il y a plein de ces prestataires, pour le coup, qui sont devenus des amis. Oh, ouais. C'est que t'étais une bonne cliente, alors. J'aime le croire, ouais. Ok, alors, je me rappelle qu'à l'époque, on était tous les deux joueurs de World of Warcraft. On était jeunes et on était fous. Exactement. Tu jouais quoi, déjà ? Moi, je jouais une chasseuse elfe. T'avais pas une gnome à un moment donné ? Si, j'avais une gnome nécromancienne, je crois. Démoniste. Démoniste, c'est ça. J'ai mis le temps aussi à chercher. Démoniste, et j'avais un troisième perso, je sais plus lequel. Ok, un peu de tout ça. Oui. Tu taffes dans les jeux vidéo, tu joues aux jeux vidéo, tu vis jeux vidéo, ça a toujours été une passion ? Oui. Ah, c'est le moment où je vais te raconter ma vie ? Bah, je crois. Génial, j'adore raconter ma vie. Tout a commencé en 1992, quand mon petit frère s'est fait offrir une Mega Drive. Mais la meilleure console de toute la Terre. La meilleure console, évidemment, quoi qu'en disent les fans de Super Nintendo. Mm-hmm.
Et c'était, enfin, on est tombé dedans tout de suite parce que on était des gamins qui vivaient à la campagne, en plus dans un espèce de petit hameau, donc vraiment isolé. On n'avait rien d'autre à faire que faire des jeux vidéo, enfin que jouer aux jeux vidéo. Et je suis tombée amoureuse des jeux vidéo tout de suite. En plus, c'était une époque où c'était ok pour les filles de jouer aux jeux vidéo comme les garçons. Ouais. C'était pas encore le marketing n'était pas passé encore pour genrer tout ça. Donc c'était un truc de gamin. Mais c'était un truc assez mixte. Donc, et je me souviens avoir été chez les copines pour jouer à la Gearbox et tout. C'était, La Gearbox? C'est quoi ça? Game Gear. Game Gear. Ouais. Ah ouais, je me disais, la Game Gear. Il y a un truc que je connais pas. Ouais. C'était vraiment incroyable. Et donc, quand je suis arrivée à la fin de mon collège, tu sais, t'as l'orientation hein, pour choisir ce que tu veux faire dans la vie. Et donc, j'ai dit à ma conseillère d'orientation que je voudrais faire du jeu vidéo. Ah, tu le savais, cash quoi. Ouais. Elle a ri. Elle m'a dit « Non, mais ça, c'est une voie de garage. Ça ne marchera jamais. » Bon, bah, aujourd'hui... Elle n'a plus d'emploi. L'industrie lui a donné tout à fait tort. Ouais. Mais du coup, je me suis orientée vers du journalisme et puis après vers les nouvelles technologies parce que à ce moment-là est arrivé Internet dans ma vie. Ça a été une nouvelle passion. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc j'ai fait un master en nouvelles technologies et communication. Passion AOL. Exactement, enfin passion Internet quoi. Je voulais, j'ai toujours adoré les ordinateurs depuis que je suis gamine, donc je voulais vraiment avoir un truc en rapport avec ces nouvelles choses qu'on appelait les nouvelles technologies. Et à la fin de mon master, il fallait faire un stage. Et je me suis dit, soit j'essaye maintenant de faire du jeu vidéo, soit j'en ferai jamais toute ma vie. Donc je suis allée faire mon stage de fin d'études dans une boîte de jeux vidéo qui s'appelle Kiloton, qui existe toujours, et qui à l'époque faisait un FPS. Aujourd'hui, ils font des jeux de voiture, mais à l'époque, ils faisaient un FPS. Tu rappelles ce que c'est qu'un FPS? Un first-person shooter. Yes. Donc j'étais ravie. Enfin, c'était mon style de jeu préféré. Défoncer des gens au fusil à pompe, c'était le rêve absolu. C'est comme Doom. Voilà. Et donc voilà comment je suis rentrée dans le jeu vidéo. Et ce que je te disais en arrivant ici, c'est que la toute première fois que je suis rentrée dans un studio de jeux vidéo, c'était dans le studio dans lequel on est là actuellement. C'est foufou. Et c'était parce que sur ce jeu, il y avait un personnage féminin qui avait 5 lignes. Et que l'équipe de dev s'est dit on va pas payer une actrice alors qu'on a une meuf dans l'équipe. On m'a amené ici, on m'a mis devant un micro et on m'a dit dis ton texte. Et donc j'ai dit mon texte et j'avais un ingé son qui me disait il faut que tu timbres plus ta voix. Je ne comprends rien à ce que cette personne me dit. Je crois qu'on a dû faire 15 prises pour une ligne, mais j'ai ma voix dans un jeu vidéo. C'est ce que j'allais dire, t'es dans un jeu, tu connais, enfin c'est quoi le jeu? Ça s'appelle Bet on Soldier. Bet on Soldier? Ouais. D'accord. Tu veux le pitch du jeu? Ouais, carrément. Ça se passe dans un futur où la guerre se règle dans des arènes. Donc en fait, il y a 2 factions qui se battent et quand tu arrives dans une arène, tu as la faction bleue contre la faction rouge. Je me souviens plus des noms. Mais le but, c'est de défoncer le champion de l'armée adverse pour pouvoir avancer comme ça. Les démocrates et les républicains. Quelque chose comme ça. Ok. Voilà. Ok, mais c'est fou, t'as ta voix dans un jeu vidéo, oui. Alors c'est pas la classe. Du coup, tu sais exactement quand t'as su que ce sera mon métier, c'est ça, c'est maintenant. La localisation? Le jeu vidéo. Le jeu vidéo quand j'avais 14 ans. En jouant à la Mega Drive. Oui. Et du coup, en fait, quand je suis arrivée donc, dans cette boîte-là, j'avais aucune formation, aucune expérience en jeu. J'ai bossé pour eux pendant 1 an et demi, je crois. Après, j'ai eu des problèmes de santé qui ont fait que j'ai pas pu rester chez eux. Et quand j'ai voulu retourner dans le jeu vidéo, le problème que j'avais, c'est que j'avais pas fait les écoles, j'avais pas toute la connaissance, en fait. Enfin, tu vois, je connaissais même pas les étapes de production. Donc, conception, préconception, conception, pré-prod, prod. Tout ça, j'avais aucune idée de ce que c'était une alpha, une bêta, une gold. Et je me faisais refouler d'absolument tous les entretiens que je passais pour être producteur. Parce que moi, j'ai une formation de chef de projet. Oui. Voilà. Et je me faisais refouler de partout. Et un jour, je vois passer une annonce pour une boîte de localisation. Je n'avais aucune idée de ce que c'était. Voilà. Et je ne parlais pas anglais. D'accord. T'as dit bien sûr, je suis parfaitement bilingue. J'ai fait allemand première langue. Ouais. Et j'ai toujours été nulle en langue. Et donc, je me pointe pour ce job. On passe en anglais. C'était un enfer, la partie de l'entretien d'embauche en anglais. Ouais. Tu veux qu'on essaye là, voir si t'as refresh ton anglais? Ah mais attends, t'as pas le twist. Et donc, je trouve que l'entretien se passe hyper mal.
le boss c'est le boss de la boîte qui m'interviewe et je comprends rien. Enfin, à chaque fois qu'il me pose une question, je capte rien. Il y a le directeur de prod qui est à côté et qui est obligé de reformuler toutes les questions. Donc, je suis en mode, ouais, il se rend compte que je suis nulle et il essaye de simplifier les questions, machin. Je sors de mon entretien, le directeur de prod me raccompagne et il me dit, je suis vraiment désolée pour le niveau d'anglais de mon boss. Et en fait, je suis tombée sur un gars qui était encore plus nul que moi. Personne ne s'est rendu compte de rien. Pas mal, ok. Et donc voilà comment est-ce que j'ai commencé chez une boîte qui, à l'époque s'appelait Execo. Je crois que ça s'appelle toujours Execo d'ailleurs. Et j'ai commencé en tant qu'assistante de prod pour de la localisation. J'étais l'assistante d'une personne qui a claqué sa démission le 4e jour de mon embauche, quoi. Ouais. Enfin, ça faisait 4 jours que j'étais là. Et t'as pris sa place, du coup, direct ? Et le directeur de prod me dit, écoute, on est en plein pic de production, donc on était au mois de juillet. Puisque, comme il faut que les jeux soient doublés, ça prend un peu de temps, et donc, pour que les jeux soient doublés pour décembre, qui était la grosse période de sortie des jeux. Plus que Noël. Voilà. On fait ça pendant l'été. Et l'été, c'est vraiment alors, je sais pas si c'est encore le cas, mais c'était le gros pic de taf. Et donc, il me dit, on n'a pas le temps de recruter quelqu'un d'autre. Donc, il faut que tu prennes le job. C'est comme ça qu'on apprend. Ah bah, c'est vraiment... Ils m'ont poussé dans la piscine et ils ont regardé si je coulais ou si je flottais. Et miraculeusement, j'ai flotté. Mais oui, t'avais les petites bouées. Oui. Bah, c'est surtout, j'avais des équipes incroyables parce que j'avais les équipes de traduction, les traducteurs qui m'ont vraiment pris par la main et qui m'ont vraiment accompagné pour comprendre le job, savoir ce qu'il fallait que je fasse, etc., etc. Et vraiment, l'apogée de la blague, ça a été... donc, je me suis retrouvée... Le premier jeu sur lequel j'ai bossé, c'est Tony Hawk Pro Skater. Ouais. 9, je crois. Ou 5, je sais plus. Il y en a eu tellement. Je crois que c'est 5. Et mon directeur de prod me dit, par contre, pour réduire les coûts, la chef de projet qui était là avant toi avait facturé le fait qu'elle ferait elle-même la direction d'acteur. D'accord. Donc, on n'a pas de budget pour la direction d'acteur. Donc, tu vas faire la direction d'acteur. Et tu lui as dit, à ton premier acteur, timbre un peu plus. Non, alors, du coup, premier acteur, Vincent Ropion. Ouais, Nicky Larson. Donc, il arrive, il me dit bonjour Abigail, et moi, je suis en mode, il y a Nicky Larson qui me parle. Et je mise tout sur le fait que mon ingé son va gérer, tu vois. Et donc, j'accompagne Vincent dans le studio, je rencontre mon ingé son qui était Richard. Et parce que tu connais Richard, oui. Et je lui dis j'espère que ça va aller. Et il me regarde et il me dit ouais, moi aussi j'espère que ça va aller, c'est mon premier jour. Et là du coup je regarde Vincent et je fais écoute, tu fais comme d'habitude. La direction c'est comme d'hab. Exactement. Et Vincent commence à retirer son pull, sa chemise, son pull. Enfin, il s'habille très très léger et il rentre dans la cabine. Je suis en mode mais qu'est-ce qui se passe? Et après, on m'a expliqué que cette cabine était connue par les acteurs pour être ce qu'ils appelaient la douche, parce que c'était vraiment, ça faisait la taille d'une cabine de douche, c'était un endroit où ça chauffait très très vite. Donc ils avaient l'habitude de s'alléger vestimentairement avant de rentrer, mais vraiment, cette première expérience, elle était lunaire, quoi. Et évidemment, Vincent étant Vincent, il a parfaitement fait le taf. Ah oui, heureusement pour moi. J'ai fait ça pendant tout le doublage. Vraiment, les acteurs arrivaient, j'étais en mode, tu fais comme d'hab. C'est pas la meilleure qualité de doublage que j'ai jamais sortie de toute mon expérience professionnelle, mais c'était une aventure incroyable. Tes débuts. Donc après, t'es passé chef de projet, ça s'appelle comme ça? Oui. Et donc là, tu parlais déjà chef de projet. T'es embauché assistant de production, assistante. Oh, assistante de production, et là je passe chef de projet. Et là tu passes chef de projet. Combien de temps t'as fait ça? J'ai fait ça pendant 2 ans, je crois. Avant de passer chez Ubi. Avant de passer chez Ubi. Et j'ai fait des trucs incroyables avec... Execo, ça reste une expérience hyper cool parce que tous les salariés étaient trop cool. Ouais. Les traducteurs étaient extrêmement bons. L'équipe son, le studio d'enregistrement qu'on avait, on les connaît, ils sont incroyables. Les acteurs étaient très très cool. En plus, j'ai rencontré plein de voix dingo. Enfin, c'était vraiment une expérience folle. Et j'ai bossé sur des jeux trop cool. Genre. Donc, j'ai fait Viva Pignata. J'adore ce jeu. Bien sûr. J'ai participé à Neverwinter. Oui, j'ai participé à Halo.
J'ai fait un petit peu de Mass Effect aussi. Bien sûr. Enfin, vraiment, c'était hyper cool. Ah ouais, j'avoue. C'était les gros jeux de l'époque. Ouais. Après Ubi, t'as fait quoi? Alors d'abord, je vais chez Ubi. Alors tu vas chez Ubi. Je vais chez Ubi. Tu deviens... Le titre, c'est quoi? Chef de projet localisation. Ok, c'est le même titre. Chez Execo, c'était juste chef de projet, parce qu'on faisait que de la localisation. Oui. À Ubi, c'est D'accord, chef de tu projet. rajoutes localisation. Localisation pour que les gens sachent ce que tu fais. Ok. Et quand je suis arrivée, à l'époque, la localisation était au siège. Et c'était très très compliqué d'avoir des infos en temps et en heure de la part des équipes, parce que la localisation, c'est un métier bout de chaîne, mais que personne ne prend jamais la peine d'informer la localisation. Donc c'était beaucoup moins fun qu'à Execo. Et après avoir beaucoup poussé, on a réussi à se faire envoyer dans les équipes. Donc je me suis retrouvée au milieu d'une équipe de développement. Alors tu veux dire que c'était séparé de la prod? Ouais, on était géographiquement vraiment au siège. Et on recevait des mails de la prod qui étaient genre à 1 kilomètre. Hein. D'accord. Mais on n'avait jamais de contact direct, c'était que par mail. D'accord. Et je me suis retrouvée au milieu d'une équipe de prod. Et donc là, j'ai découvert ce que c'était vraiment que de bosser pour de vrai dans un jeu vidéo. Pareil, il a fallu que j'apprenne tous les métiers, etc., etc. Parce que quand on était au siège, on avait des contacts qu'avec le chef de projet qui était en charge de la localisation. Et là, j'ai découvert que je pouvais interagir avec des designers, avec l'équipe son directement, etc., etc. Ça a été hyper chouette aussi. Ça a été aussi l'occasion de faire de la pédagogie auprès des équipes, puisque métier bout de chaîne invisible, on n'avait rien à faire, vraiment. Et ça a été l'occasion de les sensibiliser à en fait, vous trouvez que les VF, elles sont nulles, mais c'est de votre faute. Si on s'y prend mieux, on peut faire des VF beaucoup plus cool. Et vraiment, ça a été... J'ai passé 9 ans là-bas. Ah ouais? Ouais. Et ça a été hyper chouette. Entre autres, apprendre des petits trucs. Alors, l'équipe qui a été la plus réceptive, c'est l'équipe de Just Dance. Ouais. Parce que ils ont toujours des espèces de World Championships. Et très régulièrement, le champion de Just Dance n'était pas un Français, ni un anglophone. Genre, je me souviens d'une année, c'était un Brésilien. Ouais. Et ces gens-là, ils ont travaillé pour moi en félicitant l'équipe de Just Dance sur la qualité de la localisation. Ce qui fait que l'équipe de Just Dance était extrêmement réceptive à tout ce qu'on pouvait faire. Et on a beaucoup travaillé sur des petits trucs pour que la localisation soit le mieux possible, du commentaire en amont, du suivi, du QA, etc., etc. Et ça, c'était vraiment hyper cool aussi. Il y a quoi comme VF pur sur Just Dance? Il y a un commentateur ou... Non, en fait, il n'y a pas de doublage audio, mais il y a beaucoup, beaucoup de texte. De texte. Ça roule. Ok. 9 ans chez Ubi, et après, t'as rebondi. Et après, je faisais toujours pas du jeu vidéo, alors que moi, je voulais être dans une équipe de prod et m'occuper d'organiser une équipe de prod. Donc, quand j'ai vraiment fait le tour de la localisation et que j'ai vu que j'avais pas d'opportunité de progresser à Ubi, je suis partie. Et je suis arrivée chez Dontnod. Et quand je suis arrivée chez Dontnod, on m'a dit ah bah c'est cool, tu sais comment ça marche une prod, tu vas être associé de producteur. Et je suis arrivée sur un jeu qui était en difficulté. Okay. Encore une expérience incroyable. On te met des bateaux qui coulent, tiens. C'est ça, mon job c'est renflouer des bateaux qui coulent. Et on a sorti Twin Mirror, malgré un confinement. Ah oui. Puisque je suis arrivée en 2019 et que notre jeu devait sortir en juillet 2020. Donc pile dedans. Et j'ai découvert comment est-ce qu'on... Enfin, j'ai pas découvert mon job d'associé de producteur parce que c'est quand même assez proche de ce que je faisais en localisation. Ça reste organiser des équipes. Là, c'était plus des équipes de localisation, c'était d'autres métiers. Mais j'ai découvert comment est-ce qu'on organisait une prod à distance. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que tu apprends en même temps que tu marches. Enfin, c'est vraiment du jour au lendemain, tout le monde rentre chez soi. Et nous, la prod, notre métier, c'est d'organiser, de faciliter la communication, d'être sûr que les informations circulent, etc. Donc, ça a vraiment été essayer de trouver des solutions pour que l'équipe continue à fonctionner le mieux possible à distance. Comme un capitaine qui drive la team. Exactement. Et on a eu que 6 mois de retard. Donc, ouais.
Ouais. un peu flex. Un peu. Ok, et là, aujourd'hui, tu es toujours chez Dontnod? Aujourd'hui, je suis toujours chez Dontnod. Ouais. J'ai toujours un poste de producteur, alors même si ça fait 6 mois que je fais plus de producing, parce que chez Dontnod, en ce moment, c'est un peu compliqué. Tu as pu voir dans les journaux qu'on est en plein milieu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, comme on dit dans la novlangue, ce qui veut dire un licenciement économique. Et que on a vraiment réduit la voilure. Il y a encore quelques années, on avait 6 lignes de prod. Ouais. Là, on est descendu à 2. Ah oui, c'est une sacrée... Oui, donc ça veut dire qu'à un moment, on avait 6 producteurs et maintenant, on n'a plus besoin que 2. Quand tu parles d'une ligne de prod, c'est une équipe C'est qui est une équipe responsable d'un jeu. D'un jeu, ouais. Ok, donc ça fait 6 jeux en parallèle. Et là, on est passé à 2. Ouais, c'est moins. Donc, j'ai perdu mon équipe. Mais là, pour le moment, je file des coups de main sur d'autres parties de l'organisation de la boîte. Une équipe, c'est combien de personnes? Ça dépend de la taille de ton jeu. Ah ouais. Ouais. L'équipe que j'ai rejoint tout de suite après Twin Mirror, ils étaient 20. Ouais. C'est quoi? C'est bien? C'est gros? c'est C'est la un- moyenne? C'est un petit jeu. Ok. Parce que par exemple, quand j'étais sur Ghost Recon à Ubi, on était 200. Plus? Voilà. Donc vraiment, ça dépend de la taille de ton jeu. Et c'est pour ça que les jeux sont classés avec des lettres, tu sais. Triple A? I pour Ah. indépendant. Ok. Triple I pour de l'indépendant avec du très très gros budget. Ah ok. A, double A, triple A. Et Ubi a inventé le quadruple A. Il s'est un peu fait rire au nez. On attend toujours de voir, puisque le quadruple A, c'était BGE. Ouais. Et on l'a toujours pas vu. Ouais. Ouais, non, à la base, c'était pas... c'est pas Skull and Bones, leur jeu de pirate? La toute première fois qu'ils ont parlé de quadruple A, c'était BGE. Ouais. Ah ouais. Après sur quel jeu est-ce qu'ils ont continué à poser ça, je sais pas, mais... Ouais, je crois que c'était ça, mais bon, effectivement, Beyond Good and Evil, d'où qui c'est? Il a dépassé, je crois, l'Arlésienne du Turfu qui est dans le Guinness, qui est Duke Nukem. Oui. Donc il l'a dépassé. Ok, Ouais. donc c'est pas mal quand même. Et B, ça fait une petite trotte? T'as fait du chemin? Oui. Et t'es heureuse de ce parcours? T'as appris, enfin j'imagine que ça change quand même pas mal. Ouais. T'as pivoté pas mal, donc ça ouvre des trucs, ça t'apprend des trucs, ça... Je suis hyper contente d'être passée par la localisation parce que en tant que prod, aujourd'hui, ça me permet d'avoir une meilleure considération pour les métiers bout de chaîne, que sont tout ce qui est QA, localisation... Alors QA, c'est le testing? C'est le testing. Pardon, ouais. Oui, c'est Vas-y, t'inquiète. une industrie de sigles. Donc, c'est les testeurs, les VFX, donc ça, c'est les effets spéciaux, le light, qui est l'éclairage des scènes. Ouais. Tout ça, c'est des métiers bout de chaîne qui sont un peu On voit ça après. maltraités. Ouais, bah oui. En fait, le truc, c'est que c'est des métiers qui payent le retard de tous les métiers précédents, sauf que la date de sortie, elle bouge pas. Ouais. Donc, ils ont jamais assez de temps pour bien faire leur job. Et du coup, d'avoir été métier bout de chaîne, ça me permet aussi d'essayer de prendre un petit peu plus en compte ces équipes. Et le fait d'avoir toujours fait des jobs pour lesquels je ne pensais pas être prête, ça m'a aussi permis de me rendre compte que, en fait, je gère assez bien dans la vie. C'est pas mal aussi. Oui, parce que je t'ai pas dit, mais à la fin de Twin Mirror, j'étais associée de producteur. Ouais. Et le deal avec ma boîte, c'était tu fais un jeu entier de la conception jusqu'au ship, donc jusqu'à la sortie, en tant qu'associé de producteur, accompagné par le producteur qui va te faire monter en compétences, et après on te passe producteur. 6 mois après, le producteur a démissionné. Et donc ma boîte m'a dit « Non, mais on pense que tu peux faire le job. » Donc voilà. Encore une fois. Toujours. Tout à l'heure, tu as parlé de alpha, bêta et gold. Tu nous expliques, viteuf? Tout à fait. Alors, c'est les étapes clés pour la conception d'un jeu. Quand on a une idée de jeu, en général, c'est quelque chose d'assez vague. Donc, on a un concept de jeu sur lequel on va travailler pendant toute la conception. C'est jamais plus poussé que ça? C'est jamais quelqu'un ou une team qui arrive... Voilà, notre concept, il est ultra précis, poussé, et c'est ça? Alors, c'est un peu de... En fait, s'ils arrivent déjà avec ça, c'est que eux, ils ont fait la conception de leur côté. Mais tu vois, le fait d'avoir une idée de jeu, d'avoir une idée de settings, de savoir quelle est la mécanique de jeu qu'on va mettre en place, etc., ça, c'est au moment de la conception. Donc, c'est quasiment que du papier. Après, tu arrives en préconception, et là, tu vas commencer à faire des petits prototypes, pousser un peu plus tes mécaniques de jeu, pousser un peu plus ton univers, ton perso principal, etc., etc.
Et donc, à la fin de la conception, préconception, conception. Ouais. À la fin de la conception, on regarde si ton jeu il a du potentiel. C'est qui on? Les prods? Ton éditeur en général. Ouais. Ou l'équipe en interne qui fait office d'éditeur. Et s'il donne le go, il débloque de l'argent pour que tu puisses faire grossir un tout petit peu ton équipe. Ah, ça marche comme ça? Ouais. Pour faire la préconception, à la fin de laquelle, qui sera sanctionnée par ce qu'on appelle une... Attends, faut pas que je me trompe. Parce que chaque boîte a son propre petit nom pour ce genre de choses. Mais en fait, à la fin de ta préconception, je vais pas y arriver. Conception. À la fin de ta conception, tu passes en pré-prod. Ah, ok. Et donc en préconception, conception, pré-prod. Voilà. Et à la fin de ta pré-prod, tu as une équipe un peu plus grosse qui va te permettre de faire ce qu'on appelle une vertical slice. Alors, vas-y. Ce qui est une sorte de tranche verticale du jeu qui va permettre de voir le niveau de qualité visuelle que tu vas atteindre, de pouvoir démontrer que ton game feel, donc les features que tu as prévues, elles sont un peu fun à jouer. Et donc, c'est vraiment ça qui va te permettre de débloquer tout le budget pour finir ton jeu. Je dirais, c'était pas Pikmin, le truc où ils grossissent comme ça? C'est exactement ça. Okay, et c'est aussi, d'un point de vue prod, le moment où tu vas travailler. Alors, à ce moment-là, quand tu passes en préconception, normalement, tu as tous tes leads, donc tous les managers d'équipe. Ouais. Avec eux, tu vas faire un planning pour voir combien de personnes on a besoin pour faire le jeu. Alors normalement, c'est un truc que tu as déjà commencé à bosser quand tu es en conception. Tu n'attends pas la fin de ta pré-prod pour ça. Mais pour affiner la taille de tes équipes, qui va arriver quand, quelle feature on va faire en premier, etc. C'est variable. etc. Est-ce qu'il y a une responsable des mécaniques de gameplay? C'est un département à part, ça? Ouais. Ok. Qui va te dire sur un jeu, il va te dire là il me faut 20 personnes, et sur le jeu d'après, a priori c'est la même conception, la même idée générale, et il va te dire là il m'en faut 30 ou il m'en faut plus, il m'en faut 40, 50. Ou c'est toujours cohérent par rapport au projet? C'est toujours cohérent avec le contenu du projet et le budget du projet. Parce que si tu fais un triple I par exemple, tu vas avoir un jeu dans lequel tu vas pas pouvoir avoir 50 features, donc mécaniques de jeu différentes. Parce que tu n'auras pas le temps. Et faire, par exemple, un walking simulator comme What Remains of Edith Finch, par exemple, ça te demande pas la même quantité de game designer que de faire un Uncharted. Il y a beaucoup plus de gameplay dans Uncharted, il y a beaucoup plus de choses qu'il va falloir que tu tweaks, que tu règles, parce qu'il faut que tes sauts et tout ton système de grimpe soit cool, mais il faut aussi que tout le système de shoot où tu vas tirer sur les ennemis ce soit cool aussi. Et puis il y a aussi des petits puzzles, des petites énigmes, et il faut que les trucs soient bien réglés pour être pas trop faciles, mais pas inaccessibles non plus, etc. etc. Donc, suivant le nombre de features que tu as dans ton jeu, tu as besoin de plus ou moins de game designer. Une feature ou un feature? Une feature. Une feature égale une équipe? Non. Non. Pas nécessairement. Non, tu as vraiment une équipe de game designers. Ok. Et ils vont s'occuper de tout. Alors ça dépend aussi de la taille de ton jeu. C'est-à-dire que si tu as un jeu vraiment énorme, tu vas avoir dans ton équipe de game designer des game designers qui vont être orientés combat, par exemple. Et puis des game designers qui vont être orientés bourse ou autre chose. Voilà. Ok. Là, on a parlé des triple I. On a parlé de ça, on était sur les phases alpha, bêta, machin. Oui, et donc, du coup, une fois que tu as ton planning, pendant ta pré-prod, tu vas aussi mettre en place ce qu'on appelle les pipelines. Oui. Alors, petit comparo, c'est comme à l'usine. C'est-à-dire que c'est le moment où tu vas monter ta chaîne de prod en disant d'abord, il faut qu'on produise les boulons, et puis après les vis, et puis après, il va falloir quelqu'un pour assembler les vis et les boulons. Et donc, une fois que tu as
construit toute cette logique-là et que tu sais exactement quelles vont être les différentes phases de tous les éléments du jeu, parce que on parle de gameplay, mais il y a aussi tes personnages. Il va falloir que tu fasses des recherches graphiques, que tu les modélises, que tu les animes. Et ça, c'est après chronologiquement ou c'est en parallèle? Là, pour les personnages, ça va être chronologiquement. Ok. Tu peux pas animer un personnage que tu n'as pas conçu. D'accord. Si tu n'as Tu pas vois, le concept du gameplay, tu vas pas faire non, les persos. Non, juste le personnage, c'est vraiment un élément à part entière. Donc en fait, tout ce qui est course, etc., ça se fait avec des squelettes. Mhm. Mais derrière, il va falloir que tu imagines ton personnage, que tu fasses des recherches. Alors des squelettes, pas des vrais squelettes, hein, des fils de fer. Ouais, des fils de fer qu'on anime. Ouais. Une fois que ça c'est fait, il va falloir le modéliser. Mhm. Donc tu vas avoir un caractère artiste qui va être la personne qui va faire un peu de la sculpture pour créer ton personnage. Ok. Derrière, ça va passer chez un rigger ou un setuper qui va être la personne qui va mettre tous les points de ce qu'on appelle les joints, les articulations en français, Ouais. pour que ton personnage puisse bouger plus ou moins. Et alors, par exemple, suivant ton type de jeu, ton animateur, il va faire plus ou moins de choses. C'est-à-dire que si tu n'as vraiment pas beaucoup de budget, tu vas avoir un personnage qui va avoir toujours les mains comme ça, alors que si tu as beaucoup de budget, chaque petite... Il va faire de la guitare. Voilà, tout peut être animé, etc. Et puis, une fois que c'est fait, eh bien, vient le boulot des animateurs qui vont justement créer toutes les positions que le personnage peut prendre quand il court. Il faut ils vont créer une course qui soit cool, mais il faut aussi qu'ils prévoient si tu t'arrêtes brutalement, si tu t'arrêtes doucement. Donc, ils vont créer toutes ces animations différentes. Donc, tout ça, c'est en parallèle. Ça, c'est pour l'équipe setup animation. Et en même temps que cette équipe-là, elle bosse, tu vas avoir les enviros qui, eux, vont commencer par faire le level en partenariat avec les game designers. Mhm. Donc, le game designer, il va dire j'ai besoin d'une arène ou au contraire, j'ai besoin d'un couloir où il va y avoir telle étape, telle étape, telle étape. Ça, c'est dans la conception du jeu même que ça se décide. C'est pas le scénario du jeu qui va le dicter, ça? J'avais toujours pensé qu'il y avait un scénar et puis que dans le scénar, ton perso, il va aller là, il va aller là, comme dans un film, et puis tu sais ce que ça va donner. En fait, tu as un scénario qui dit le personnage, il va, je sais pas, rentrer dans un bar et il va devoir trouver des indices pour savoir où aller à la fois d'après. Ton scénario, c'est juste ça. Derrière, les game designers, ils vont arriver et ils vont dire bon, alors, comment on va faire pour que cette recherche d'indices, elle soit fun? À quel endroit on va cacher les choses, à quel type de logique on va demander aux joueurs de déployer, etc. Donc, eux, ils font ce truc-là, ils le présentent aux enviros, et ils disent aux enviros, j'ai besoin d'un élément à cet endroit-là qui doit ressembler à ça, un autre truc à cet endroit-là. Donc ça, c'est les éléments clés dont les game designers ont besoin. Et après, quelle tête va avoir le bar, à quel point il va être joli, etc., etc. C'est une question artistique et qui n'a plus de rapport avec le gameplay. Donc, c'est toute l'équipe art qui va bosser dessus. Et ils vont faire un bar qui correspond à la direction artistique choisie par le directeur artistique et construire tous les éléments du décor, ce qu'on appelle les props. C'est-à-dire que tu as tout ton décor qui est fixe et tous les éléments hors décor plat, en fait, qu'il faut créer. Bouger, qui peuvent... Il y a ceux qui peuvent bouger et puis il y a ceux qui peuvent pas bouger aussi. Okay. Genre, si tu as une table, elle bouge pas. Ok. Mais par contre, la chaise, il y a des moments où l'animation va devoir faire une animation de quelqu'un qui tire une chaise et ils ont besoin d'avoir un props qui peut être animé. Donc, la chaise sera un props particulier puisqu'il peut être animé. Wow, trop bien. Et donc, toutes ces chaînes-là vont travailler en parallèle. Ouais. Donc, tu construis toutes tes petites chaînes de production, tu t'assures qu'elles sont bien synchronisées parce qu'il y a toujours un moment où elles doivent interagir les unes avec les autres. Et donc, il faut aussi s'assurer que personne n'attend personne, parce qu'il faut... Ça, c'est ton boulot à toi? Ouais. De faire que la com soit fluide. Et puis de regarder avec... en fait, chaque équipe est responsable de sa ligne de prod. Et le boulot de la production, l'équipe de production, c'est de s'assurer que toutes ces lignes de prod peuvent fonctionner ensemble et de s'assurer que le moment où elles doivent travailler en commun, tout soit prêt au bon moment, en même temps, pour que personne n'attende personne. Tu as parlé du directeur artistique. Oui.
Il y a un réalisateur aussi. Ça dépend des jeux. Ah ouais? Ouais. Parfois, ce qu'on appelle directeur artistique, c'est lui qui a la casquette de réalisateur, comme on Ça arrive, l'entend ouais. dans le film. Ouais. En fait, encore une fois, ça dépend de ton type de jeu. Il y a des jeux où il n'y a pas de cinématique, donc t'as pas besoin de réal. Un réal, c'est que pour les cinématiques? En général, un réal, c'est que pour les cinématiques. Ah ouais. Le rendu visuel, la photographie, etc., tout ça, c'est fait par le directeur artistique. Qui peut aussi, s'il y a très peu de cinématiques, avoir également la casquette de réal. Ah. Et en fait, ça dépend de ton budget. Ouais. Parce que quand t'as pas beaucoup de budget, les gens, ils ont tendance à faire plusieurs boulots en même temps. Et passer l'aspirateur à la fin de la journée. Voilà. D'accord. Alors, on en est où là dans la phase Donc, tout ça, c'est... pour aller vers la phase alpha. Tout ça, c'est la pré-prod. Ouais. Et à la fin de ta pré-prod, donc tu as la vertical slice dont on a parlé tout à l'heure. Ouais. Et là, tu passes en prod. C'est-à-dire que c'est le moment où la taille de ton équipe explose, ce qu'on appelle le ramp-up. On a beaucoup de gens qui arrivent en même temps. Ouais. Et normalement, si tout se passe bien, ouais. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Et en fait, on est juste là pour produire. C'est la phase de production, ça enquille, machin et tout. Alors, ça dépend encore une fois des plannings, etc. Mais très rapidement, tu as la phase alpha, où tu as tous les éléments de ton jeu dans un état brut. Donc, ça veut dire que tes environs, souvent, ça peut être juste des cubes gris et des petits props roses au milieu, machin et tout. Mais ça permet, entre autres, de pouvoir vérifier que tout ce que tu as prévu fonctionne bien. Que ton déplacement il est fluide, que ça te permet aussi de vérifier que le temps que tu t'es donné pour faire le jeu est tenable. Ah, c'est à ce moment-là que tu le sais. C'est ça, parce que là tu peux te dire, en fait on a eu les yeux plus gros que le ventre, ça prend plus de temps que prévu pour faire ça, ça ou ça, et du coup on va couper des trucs. Donc, ou remonter pour demander plus. Ou remonter pour demander plus. C'est généralement, je pense, pas l'option la ça numéro dépend 1. vraiment de dans quelle entreprise tu es, avec qui tu travailles, tu vois. Ok. Et donc, une fois que tout ça c'est fait, on se dirige tranquillement vers la bêta. La bêta, c'est en général, parce qu'encore une fois, chaque petite boîte a un peu des pratiques légèrement différentes, mais en général, la bêta, c'est ce qu'on appelle un jeu shippable. C'est-à-dire que si c'est la fin du monde et qu'il faut sortir le jeu maintenant, on peut. Le jeu va être moche, il va être pas fini en fait, pas polish comme on dit, mais pas trop buggé normalement, mais on peut le sortir comme ça. Et ensuite, entre ta bêta et ta candidate master, c'est le moment où tu fais un peu briller ta voiture pour qu'elle soit vraiment cool et tu fais les derniers petits ajustements, etc., etc. Et après, tu envoies ta candidate master au consolier. Donc ça, c'est quelque chose qui... Qui c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Un consolier, c'est le fabricant de consoles. Ah, ok. Ça s'est beaucoup assoupli ces dernières années. Donc eux, ils reçoivent une bêta. Ils reçoivent une candidate master. Une candidate master qui arrive après. Pardon, j'ai pas du tout écouté, mais d'accord. Ouais. Ils reçoivent une candidate master qui est donc une version candidate à la version maître. Ouais. Et donc qui est censée être la version qu'on va sortir. Et donc je te disais, ça s'est beaucoup assoupli ces dernières années, mais il y a une époque où Sony, PlayStation et Nintendo étaient extrêmement regardants sur la qualité du jeu que tu sortais sur leur console. Si tu sortais un jeu qui était hyper buggé, c'était mauvais pour leur image. Mm-hmm. Donc ils étaient vraiment très regardants, ils avaient toute une liste d'obligations pour pouvoir sortir leur jeu, entre autres. C'était bien ou c'était pas bien? C'est aux joueurs qu'il faut demander ça en fait. Est-ce qu'il Le joueur, je pense qu'il va te dire oui. Le producteur, qui dit quoi? C'est plus cool maintenant, tu vois, tu peux sortir des trucs tu peux leur envoyer des trucs un peu trop pétés. Parce que par exemple, quand j'ai commencé à Ubi, il y avait un temps de chargement maximum pour le jeu chez Sony. Parce qu'ils ne voulaient pas que les joueurs s'emmerdent à attendre que le jeu charge. Donc on était obligé d'optimiser les temps de chargement. Ils étaient regardants aussi sur la localisation. Il fallait que, quand on avait décidé d'avoir un jeu qui était doublé, il fallait que tout le doublage soit entré et qu'il ne reste pas des audios en anglais, par exemple. Depuis, Internet s'est démocratisé.
et est apparu ce qu'on appelle le patch Day One. Tu sais, quand t'es hyper content, que tu rentres chez toi et tu dis « Ouais, je veux jouer à mon jeu » et tu le mets dans ta console et ton jeu te dit « Hey, faut que je télécharge une mise à jour de 70 gigas, reviens demain ». Voilà. Ouais, on l'a tous vécu celui-là. Voilà. Et donc, ça, c'est... Maintenant, on envoie les candidate master. Le consolier dit « Il y a ça qui va pas ». Votre jeu sort dans 2 mois. Il faut que vous ayez préparé un patch qui corrige tous ces trucs-là. Pour que ce soit go, mais on a une validation de principe. Ok. Et donc parce que la candidate master, le moment où le consolier va regarder ton jeu, ça prend beaucoup de temps, parce qu'ils ont plein de jeux à regarder. Et donc pendant ce temps d'attente, toi, tu prépares ton patch Day One et tu finis de corriger les derniers petits trucs. D'accord. Et donc on arrive progressivement à la gold. Et la gold, donc une fois que le consolier a dit go, ton jeu est gold. Il appose un petit seau en or pour dire c'est bon, ça part dans les magasins. Okay. Et là, ton jeu est gold. Ok, donc celui qu'on achète, c'est le gold. Oui. Et B, merci pour tout ça. Reprenons les bases. C'est quoi un jeu vidéo? Waouh! Ouais, c'est un peu philosophique. Mais... Ouais, un jeu vidéo, c'est un outil, c'est un support interactif qui est censé générer du fun chez la personne qui l'utilise. Attends, je réfléchis parce qu'il y a les serious games. Est-ce que c'est considéré comme des jeux vidéo alors que c'est Alors pas fun? Ça, c'est toute une question. Tu vois? Est-ce que c'est encore du jeu? Normalement, même dans les serious games, c'est justement le but du serious game, c'est que tu es censé apprendre des trucs en t'amusant. Ouais, c'est pas faux. Ok, je réfléchis à un contre-exemple, mais je crois que tu vas m'avoir. Tu m'as bien eu. Ok. En général, quand tu te fais chier sur un jeu vidéo, c'est pas bon signe. Pourtant, il y en a quand même 2-3. Alors, le truc, c'est qu'un jeu peut ne pas te plaire, oui. mais n'être fun pour absolument personne. C'est pas le but, oui, je comprends. Voilà. À titre perso, qu'est-ce que tu attends d'un jeu vidéo, toi? Ça dépend des jeux vidéo. Par exemple, quand je joue à un FPS et que je fais des headshots, que je tire dans la tête de tous mes ennemis, j'attends un effet un peu cathartique qui va me détendre. Là où, quand je joue à un puzzle game, j'attends que à la fin, je me sente hyper intelligente. Voilà. Donc ça dépend vraiment des jeux. Et quand je joue à un party game, j'attends de bien me marrer avec les gens avec lesquels je joue. D'accord. Comme la musique, t'écoutes en fonction de tes états d'âme et ton envie du moment. Ah oui, c'est une pile de jeux comme ça et je choisis le jeu qui correspond à mon mood du moment. Pas mal. Tout à l'heure, tu as cité pas mal d'étapes. Est-ce que ce serait faisable de nous donner une moyenne du temps que prend une pré-prod, une prod, la phase de bêta? Non, parce que ça dépend de la taille du jeu. Que de la taille? Ça dépend de la taille du jeu, ça dépend de la vélocité de ton équipe. Donc, les gens qui font la conception, en général, on appelle ça la core team. C'est l'équipe qui va être au cœur du projet, c'est eux qui vont tout porter. Donc, il y a le directeur créatif, en général. Il y a un directeur de la narration, il y a un directeur artistique. Alors, ça dépend des équipes, mais la plupart du temps, le directeur créatif est aussi la personne qui est en charge du gameplay. Tu as un directeur technique qui, lui, va être là pour dire « Bon, les gars, là, ce que vous voulez faire, c'est pas possible avec les technologies qu'on a. » Ok. C'est le référent technologique. C'est le référent technologique, et puis un producteur. Donc, c'est ces personnes-là, le producteur moins, parce qu'il est moins impliqué, et ça, c'est un truc pour lequel je milite, que le producteur ne soit pas trop impliqué dans la création, dans la partie créative. Ah ouais? Parce qu'en fait, quand tu arrives à la fin de ton alpha et que tu te dis qu'il faut couper des trucs, moins tu as d'implication émotionnelle, plus c'est facile. Marrant, okay. Tu vois, si tu as participé à la création du truc et que tu as eu l'idée d'une feature, ça va être vraiment très très compliqué de rationaliser pour pouvoir la couper. Ah ouais. Il y a des gens qui y arrivent. Ces gens existent, je les ai rencontrés, j'ai travaillé avec eux. Mais la plupart du temps, quand tu arrives à la fin de la production où il faut faire des choix pour arriver à tenir ton délai,
ça peut être un gros moment de friction entre l'équipe créative et l'équipe de production parce que... Chacun veut garder son petit bébé. C'est ça, il faut faire des concessions et accepter d'abandonner et de renoncer. Et quand tu as une implication émotionnelle, c'est pas forcément évident. Mais le producteur a quand même besoin d'être là avec la core team au début parce que, encore une fois, on est sur des gens extrêmement créatifs qu'il faut cadrer un peu. Parce que tu leur dis, bon, bah, a priori, on part. Tu pars jamais sur un projet en disant, bon, je sais pas combien j'ai, je vais tout faire et puis on verra combien ça coûte. Tu as une idée du budget approximatif que tu vas avoir. Donc, le producteur, il est aussi là pour, de temps en temps, dire, non, mais calmez-vous. Non. Rabat-joie, quoi, en fait. Ouais. Ouais, ok. Ouais. On fera pas un jeu qui se passe à la fois sous l'eau, sur Terre, dans l'espace. C'est non. Il y en a qui l'ont tenté pourtant. Bah oui. Ouais. Bah, ils sont toujours dessus d'ailleurs, écoute. Aujourd'hui, tu bosses pour un gros développeur français, on l'a dit. Oui. Dontnod. Oui. Alors un gros, je sais pas. On a plutôt une boîte de taille moyenne. Justement, comment tu le qualifierais par rapport à... Bah, au-dessus, il y a Ubi. Donc, comparé à Ubi, tout est petit. Ça rime en plus. Et t'étais pas passé par... Pourquoi je t'ai imprimé chez les mecs qui ont fait Beyond Human et D3... chez Quantic. Ouais. Parce que j'ai postulé chez Quantic. Juste postulé. Peut-être qu'on s'était vu à ce moment-là. Je suis allé loin dans le processus de recrutement, mais non. Mais ça s'est pas concrétisé. Ça fait longtemps que je les ai pas vus faire un jeu. Qu'est-ce qui... alors, leur dernier jeu, c'était en effet D3. Je me souviens plus du titre exact. Mais ils sont en train de bosser sur un Star Wars. Ah, c'est ça. Oui, c'est vrai. Et là, Star Wars, beaucoup d'argent, gros budget, développement très très long. Parce que suivant la taille du jeu que tu fais, et donc de l'argent, soit tu vas avoir des productions qui sont assez courtes, genre 2 ans, soit tu vas avoir des productions plus longues. En général, actuellement, vu l'état de la technologie, ce que les joueurs attendent, etc., un développement, c'est entre 3 et 5 ans. Et pour des jeux très très gros, ça peut aller jusqu'à 10 ans. GTA, ça fait 10 ans qu'ils sont en train de bosser sur leur truc. Sur le 6 ? Sur le 6. Est-ce que tu crois pas, tiens ton avis là-dessus, que les AAA prennent pas un peu trop de temps, du coup coûtent trop cher, du coup il leur faut nécessairement tant de ventes pour que qu'il y ait un retour sur investissement et que ce soit rentable, et que tu crois pas que ce soit la raison pour laquelle le jeu vidéo est en crise en ce moment ? C'est complètement ce qui est en train de tuer notre industrie. C'est-à-dire que les décideurs vont te dire oui, mais le marché est difficile. Alors, je t'invite à aller voir un excellent doc fait par Combini qui traite très spécifiquement de cette question-là, de pourquoi est-ce que le jeu vidéo va mal en ce moment, et je le trouve très bien fait. Mais il y a le fait que les jeux vidéo coûtent de plus en plus cher parce que les technologies sont de plus en plus poussées et qu'on a besoin de gens de plus en plus spécialisés pour faire les choses. Là où dans les années 90, tu pouvais sortir ton jeu avec une équipe de peut-être 30 personnes, aujourd'hui, tous les postes sont doublés. Par exemple, avant, un graphiste, il pouvait faire l'interface du jeu et l'environnement. Et aujourd'hui, tu as un spécialiste pour l'interface, un enviro qui va faire les enviros, tu peux avoir quelqu'un qui est spécialisé en props, et en plus, ce qu'on appelle des material artistes, dont eux, le seul job, ça va être d'imprimer la texture et d'avoir les textures avec les plus beaux rendus, les plus chouettes, etc., etc. Donc, on est passé d'un job assez généraliste à des choses extrêmement spécialisées. Ils sont tous extrêmement bons dans leur spécialité, mais forcément, ça multiplie les coûts, en fait. Donc, plus ton jeu est gros, plus tu es spécialiste, plus ça coûte cher. Là où, par exemple, sur un petit triple I, par exemple, tu vas pas avoir un material artiste et un props artiste, tu vas avoir un enviro qui va tout faire. C'est ça la raison des coûts, c'est moins de monde, moins cher, plus moins de monde, moins cher, ouais. C'est tout. Et moins long, moins cher. Ouais. Ok. La solution pour toi ? Pour régler la crise, comment on va faire pour sauver le monde ? C'est hyper compliqué parce que... Moins de jeux AAA ?
allouer plus de... En fait, le truc, c'est que les jeux AAA, comme tu dis, ils sont très gros, et donc ils prennent beaucoup de place, et dans la vie des joueurs, parce que souvent, c'est des jeux qui sont très longs. Quand tu prends un Assassin, t'en as pour 150, 200 heures de jeu, si tu veux vraiment tout faire. Et si tu veux juste faire le chemin critique, t'en as bien pour 20, 25 heures. Ça prend de la place dans la... pas la première, t'inquiète. Ça prend de la place dans la vie des joueurs, ce qui fait qu'en fait, ils ont moins de temps pour jouer, donc mécaniquement, ils achètent moins de jeux. Sauf pour les débiles comme nous, qui continuons à acheter des jeux qu'on n'a pas le temps de jouer et qui faisons monter notre pile de jeux à jouer. Mais ils ont moins de temps. Et il y a aussi un phénomène qui est dû au Covid, c'est qu'avec le confinement, le secteur du jeu vidéo les gens étaient enfermés chez eux, ils n'avaient rien d'autre à faire que de jouer à des jeux vidéo. Donc le marché a bondi de 23%. Ouais. Et donc on a des financiers qui n'étaient pas du tout intéressés par le jeu vidéo jusque-là, qui sont arrivés en disant « Waouh, il y a moyen de se faire plein de thunes ». Ils ont poussé plein d'argent. Et puis après, ils ont découvert que faire un jeu vidéo, ça se faisait pas en un an. Et que leur retour sur investissement, ça allait prendre 2, 3, 4, 5 ans. Et qu'en plus, les gens sont sortis de chez eux. Donc, le marché est toujours en croissance. Je crois qu'on est sur un marché qui a à peu près 2 ou 3% de croissance. Donc, on n'est pas sur un marché qui s'effondre. Mais on n'est pas sur un marché aussi rentable que quand il faisait 23%. Et là, on a des gens qui ont fait des... Enfin, il y a eu beaucoup d'achats. Il y a un moment où tout le monde achetait tout le monde pour des sommes surréalistes. Tu parles de Microsoft qui achète Activision. Microsoft, mais il y a aussi eu Embracer, Saber qui a acheté une quantité de studios absolument démentielle. Et puis, en fait, comme il faut du temps pour sortir les jeux... Et là, Sony, From Software, tu crois pas? J'y crois, mais c'est pas PlayStation qui achète From Software, c'est Sony. Ouais. Donc, tu crois qu'ils vont continuer à distribuer À quel point est-ce qu'ils vont faire de l'ingérence sur l'organisation du studio? Je sais pas. Mais donc, du coup, on a... Et puis, il y a eu aussi, on voit beaucoup les jeux du confinement en ce moment, puisque... oui, avec le retard. On voit sortir des jeux... Pendant que les gens étaient enfermés chez eux, soit ils ont joué à des jeux vidéo, soit ils ont commencé à faire des jeux vidéo. Et on a beaucoup de petits jeux indés qui sortent. On voit que c'est des jeux du confinement parce que ça parle beaucoup d'isolement, de solitude, d'enfermement. Ouais. Claustrophobie. Ouais. Et du coup, on a beaucoup de jeux qui sortent en même temps avec une certaine saturation du marché. Avec des joueurs qui ont moins de temps, plus de jeux, moins de temps. Ouais. Il y a beaucoup de jeux qui se ramassent en fait, qui n'arrivent pas à trouver leur public. C'est logique. Et du coup, qui n'arrivent pas à obtenir le financement nécessaire pour faire le jeu d'après. Et donc, qui mettent la clé sous la porte. Donc, il y a toutes ces choses-là qui font que l'industrie est vraiment malmenée en ce moment. Comment on va s'en sortir? Écoute, je ne sais pas. Pour le moment, j'attends de voir venir. Est-ce qu'il ne faudrait pas, plutôt que de tout miser sur un jeu qui prend 10 ans, allouer le même budget, mais sur 3 jeux différents qui vont prendre 3 ans chacun? Comme ça, c'est toutes les discussions qu'il y a dans pas mal d'entreprises aujourd'hui, c'est quel est le marché? Quelle est la population de jeux? Quel est le type de jeu qui va le plus vendre pour maximiser nos chances de trouver des joueurs? Et comment est-ce qu'on se situe? Qu'est-ce qu'on va produire pour réduire les risques? Parce qu'en fait, c'est ça. Faire un gros jeu qui coûte très cher, quand tu t'appelles Larian Studio et que t'en vends, mais des caisses. J'ai vu passer les chiffres ce matin, c'est sûr. Ils sont pas genre à 50 ou sur 50 millions, un truc comme ça? Plus que ça, je crois qu'ils sont à 175. Ok. Quand ça marche comme ça, c'est jackpot, et derrière, t'as les moyens pour faire peut-être 2 ou 3 jeux un peu cool, tu vois. Et en plus, tu vas bénéficier de l'a priori positif. Donc, ça va être plus facile de trouver ton public. Quand tu t'es ramassé sur 2-3 jeux, t'as plus d'argent. Si en plus les jeux étaient pas bien, il y a un déficit de confiance de la part des joueurs, donc ça va être plus compliqué d'aller les chercher. Enfin, tout ça, c'est assez complexe en fait. Donc, je suis incapable de dire comment est-ce qu'on va s'en sortir. Mais on va s'en sortir. Ou alors d'ici 4-5 ans, on jouera juste au nouveau Call of Duty et au nouveau EA Sport FC année. Et on jouera plus qu'à ça. Arrête, ne me parle pas.
Non, parce qu'en fait, il restera toujours des... Là, il y a pas mal de studios qui ferment. Depuis 2-3 ans, là, c'est une vraie hécatombe. Ouais. Mais en fait, c'est des gens qui ont envie de faire des jeux. Donc, il y en a une proportion beaucoup trop grande, à mon humble avis, qui sont dégoûtés du jeu vidéo et qui vont faire autre chose et qui vont se réorienter vers d'autres métiers. Et en général, c'est du gâchis, parce qu'il y a vraiment des gens très, très chouettes qui s'en vont. Mais il y aura toujours des gens qui ont envie de faire des petits jeux, et même si ça doit leur prendre 10 ans de le faire tout seul dans leur garage, en plus de leur job alimentaire, ils continueront à le faire et on continuera à avoir toujours un petit peu de jeux cool, quoi. Donc la solution va venir des jeux indépendants. La solution va venir des jeux indépendants, et j'espère que la solution va aussi venir des AA. On a vu Warhammer 40 000 Space Marine 2 qui... Ouais. En fait, moi, ce que j'espère, c'est que les AA vont arrêter de se prendre pour des AAA. Qu'ils assument, en fait, leur spécificité, leur niche. Ils peuvent pas être bons partout. Et il faut qu'ils assument, en fait, de pas pouvoir être bons partout. C'est-à-dire que, bah ouais, c'est OK d'avoir un jeu de 5 heures s'il est super bien. On n'est pas obligé d'avoir un jeu de 15 heures pour que ce soit un bon jeu. Si c'est un bon... Il n'y a pas besoin d'étirer ton jeu s'il suffit à lui-même en 5 heures. Tu crois pas que c'est le succès des MMO des années 2000 qui ont un peu apporté ça? C'est-à-dire plus c'est long, mieux c'est? Ouais. Il y a pas que les MMO, il y a aussi les jeux, ce qu'on appelle les GAS, les Game as Service. Oui. Ces jeux qui, comme Fortnite, etc., marchent sur des saisons, etc., et qui prennent aussi du temps, mais qui ont un excellent rendement. C'est quand même des jeux... Epic finance tous les jeux gratos de la semaine avec la Fortnite Money. C'est un revenu constant et extrêmement confortable. Donc moi, le patron de Sony l'a très très bien dit, j'espère que les AA vont assumer que c'est des jeux de niche qui peuvent pas plaire à tout le monde, mais s'ils sont excellents dans ce qu'ils font, ils trouveront toujours un public. Et là, pour le moment, on a des jeux qui se perdent un peu à essayer d'être plus gros que ce qu'ils sont, et qui sont un peu meh. Ouais, au final, ça rend meh. Ouais. Ok. On est sur la fin de l'année. Quand vient Noël, j'ai systématiquement, il est long ce mot, en fin de journée, c'est lourd. J'ai systématiquement une sorte de régression temporaire, temporelle même d'ailleurs, où je sens l'appel du rétro gaming. Quand tu étais sur Paris, parce que tu n'es plus sur Paris aujourd'hui, tu faisais pas des soirées rétro gaming de temps en temps, non? Alors, pas spécialement rétro gaming. Je participais à une asso qui s'appelait le Bar Gaming, où on avait en effet du rétro, mais aussi des jeux récents. Ouais. J'ai pas vraiment d'appétence pour le rétro gaming. C'est vrai? Ouais. Okay. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on s'inflige ça. C'est-à-dire que entre le rétro gaming et aujourd'hui, il y a eu 20 ans de recherche en game design, et maintenant les gens... T'as pas ce kiff de retrouver les jeux de ton enfance? Les jeux... Bah ouais, mais en fait, ils sont hyper durs, quoi. Ils sont hyper durs. Et c'était très très cool quand j'avais un jeu qui devait me durer 8 ou 9 mois, de galérer pour arriver jusqu'au dernier niveau, parce que ça coûtait très cher et que je pouvais pas me payer mes jeux, et que c'était cool d'avoir des jeux qui durent. Là, vraiment, souffrir sur un jeu vidéo, c'est pas du tout mon kiff. C'est vrai, quand tu vois aujourd'hui les mecs qui se disent hardcore gamer et qui, j'ai platiné, machin et tout, tu vas essayer un jeu il y a 30 ans, tu vas pleurer, mec. Et en fait, moi, j'ai voulu montrer à mon fils les jeux auxquels je jouais quand j'étais jeune, et il m'a fait, c'est un peu nul, c'est hyper dur. Ouais. C'est quoi l'intérêt? C'est pas marrant, quoi. Ah ouais. Je fais, oui, c'est pas faux. Ok, ça t'a calmé direct. C'est quoi ta console préférée? C'était une très très bonne question. Je les aime toutes. T'en as bien une? Mais je crois que ma préférée là actuellement, c'est ma Switch, parce que je peux jouer partout tout le temps, et je suis une maman, et vraiment c'est pratique. C'est vraiment très très pratique de pouvoir l'emmener partout. Mais ma console de cœur, au-delà de la Mega Drive, parce qu'elle était la première, c'est la PlayStation 1. Ah ouais? Parce que quoi? Parce que c'était incroyable. Quel jeu? Mais tous, esthétiquement, c'était une dinguerie. Ah ouais, je trouve qu'ils ont hyper mal vieilli. Mais oui. Ah oui. Mais tellement. Mais je me souviens que la première fois que j'ai vu, comment s'appelle ce jeu, Metal Gear Solid. Ouais.
J'ai fait waouh, c'est si beau. Aujourd'hui, maintenant tu regardes, ils ont des têtes comme ça, c'est horrible. Ouais, c'est une purée de cubes. Mais je trouvais ça magnifique et il n'y a plus jamais une console qui m'a donné cette claque-là de je sens qu'on a passé un cap technologique. Alors qu'il y a eu plein d'améliorations, mais pas aussi violent que ce que j'ai senti. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est pas mal lissé depuis PS3, PS4, PS5, c'était pas mal lissé. Mais déjà entre la PS2 et la PS1, non, tu l'as pas eu? Non, j'ai pas eu le même ressenti. Le même claque. Alors j'étais moins jeune aussi, mais vraiment je passais de la Mega Drive à la PS1. Enfin, c'était dingo comme truc, quoi. La 2D, la 3D. Bah ouais, ces gens avaient des visages, quoi. Et n'étaient plus qu'une petite bouille de pixels. Oui. Et j'ai après, évidemment, à chaque génération de console, tu dis toujours « Ah, putain, c'est beaucoup plus beau que la version précédente », mais j'ai plus jamais vu cette claque-là. Non, je te dis, ça s'est un peu lissé, cet effet. Et les gens, j'ai l'impression... avant, c'était le côté technologique qui faisait que tu investissais dans une console pour dire « tu vas avoir des jeux hyper beaux, hyper bien animés ». Aujourd'hui, le côté technologique, je pense, si la PS6 sortait la semaine prochaine, il disait « Voilà, je suis capable de ray tracing, de machin... » Les gens s'en foutraient, en fait. Aujourd'hui, je pense qu'on est plus au retour au gameplay pur et dur. Et c'est le truc qui nous intéresse le plus. Ton top 3 jeux vidéo de tous les temps. Alors, on me pose très souvent cette question de si tu devais partir avec un seul jeu sur une île déserte, c'est nul comme question. Le premier, c'est Silent Hill. Le premier? Le premier dans mon cœur. Mais le Silent Hill 1? Le premier, Silent Hill. Ok. Parce que PlayStation 1, me semble-t-il. Oui. Alors rétrospectivement, je l'analyse comme ça, mais cette intelligence de jouer avec les limitations graphiques de la console en mettant un brouillard partout, c'est génial. Parce que la musique, parce que je crois que c'était un des tout premiers jeux avec un vrai scénario élaboré, parce qu'il y a plusieurs fins différentes. Donc j'ai pu poncer ce jeu et je sais qu'il y a plein de gens qui préfèrent le 2, mais bah oui, la plupart des gens préfèrent le 2, mais moi c'est le 1 que j'aime. Le deuxième, c'est Shadow of the Colossus. Oh, ok. Parce donc que... tu passes à la PS2 là déjà. Ouais, parce que avec un jeu quasiment sans aucune parole, avec quasiment rien d'autre à faire que de tuer des colosses, j'ai pleuré à la fin de ce jeu vraiment beaucoup. Et il m'a procuré des émotions où je suis passée de « Ouais, on va tuer un colosse » sur le premier à « Ah non, faut encore tuer un colosse !» Et je trouve que cette progression-là, avec très très peu de choses, c'est super chouette. Mais globalement, je suis assez fan des jeux de Ueda, de Fumito Ueda. Ico était vraiment incroyable aussi. Triclo, un peu moins. Bah, il aurait pu être cool s'il était sorti 5 ou 6 ans avant, quoi. Ça me rappelle un Shenmue 3, dis donc. Ouais, voilà. Ouais. Et en troisième jeu, vraiment parce que si je cumule toutes mes heures de jeu ever sur tous les jeux, c'est la série qui arrive en premier. C'est Picross. Oh là, je m'y attendais pas, dis donc. Je ne voudrais pas un monde sans Picross. D'accord. Donc, tu sais, Picross, t'as une grille de chiffres à la verticale et à l'horizontale qui t'indique combien de cases consécutives sont colorées. Et donc, c'est un espèce de puzzle. Et à la fin, quand t'as colorié toutes les bonnes cases de Picross, ça fait un dessin. Et t'es heureuse. Et j'adore ça. Voilà. Faire des petits dessins avec des chiffres. Faire des petits dessins avec des chiffres, alors que je déteste les chiffres. Mince. Mais est-ce que tu t'es mis au Sudoku depuis? Non, c'est hors de question. Je trouve ça insupportable. Mais le Picross... C'est ça le jeu auquel t'as le plus joué? Bah, en fait, il y a, je crois qu'il y a, je sais pas, une vingtaine de Picross. Entre la version DS... Alors un jeu indépendant, enfin un jeu seul, pas une série, auquel t'as le plus joué, c'est quoi? Je sais pas. Même pas un MMO? Pardon? Même pas un MMO? Non. T'as plus joué à d'autres jeux que des MMO qui sont sans fin? J'ai pu jouer à Picross. Ouais.
Et j'ai beaucoup, beaucoup joué à WoW. J'y ai passé des moments très cool, mais je le mettrais pas dans mon top 3 des jeux. Non, là, je te parle de la durée sur laquelle t'es le plus resté. Ah! Oh, pardon. Hors Picross. Ouais, parce que tu m'as parlé d'une série, donc Ouais, c'est un peu de la triche. Tu m'en poses des questions. Ah ouais, bah jamais. Ouais. Faut être précis dans ses goûts et choix. Ouais, bah oui, c'est probablement World of Warcraft, oui. Ah, évidemment. ok. En temps, oui, je sais T'as fait qu'avant d'arrêter, j'avais fait un slash play et j'avais été absolument outré Ouais. du temps passé sur ce jeu. Donc, 6 ans de ma vie. mais oui, mécaniquement, c'est haut. Ouais, voilà. Il y a une certaine logique quand même. Oui. Qu'est-ce qui défie... Ouf. Mais je t'ai toujours pas donné mon 3e jeu préféré. Bah si, tu m'as dit Picross. Ah oui, tu l'acceptes. Bah ouais. Très bien, ça me va. Ah, si t'en as un autre, allez. Non. Alors, ok. Je voulais pas continuer à chercher. Je suis ravie. Qu'est-ce qui différencie un bon jeu d'un mauvais jeu? Eh ben... C'est une très bonne question. Je pense que ce qui différencie un bon jeu d'un mauvais jeu, c'est le temps qu'on a donné à l'équipe pour le finir. Ah ouais? Ouais. Vu de la prod, c'est marrant comme... ouais. Ouais. Parce qu'il y a plein de jeux qui sont très décevants et tu te rends compte que peut-être que s'il y avait eu 6 mois de prod de plus, ça aurait pu être vachement mieux. Ouais. Donc, d'un point de vue purement logique, je pense que c'est ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça a l'air d'être le cas. C'est-à-dire un mauvais jeu, c'est un jeu qui n'a pas eu le temps de gestation qui... C'est ça. Lord of the Ring, Gollum. Ouais. Exemple. Ouais. Et on est loin de Blizzard qui disait When it's done. Ouais. Le jeu, il est fini quand il est fini. C'était aussi un des mottos de... mince. Nintendo, le boss de Nintendo qui est décédé. Miyamoto. Oui, j'allais dire Miyazaki, c'est pas celui-là. Miyamoto. Ouais. Miyamoto disait, en fait, un jeu, il est fini quand il est fini. Bah voilà, la bonne réponse. Et encore une fois, c'est un équilibre très compliqué à trouver d'un point de vue prod, parce que les équipes de dev, si à un moment tu leur dis pas stop, ça s'arrête jamais. Ouais. Mais il y a quand même un moment où en fait, quand ton équipe de dev te dit « je suis pas fier du jeu qu'on est en train de sortir », ne le sors pas, vraiment, parce que ça va pas plaire aux joueurs non plus. Tu parles de Cyberpunk Oui, bah, ils ont quand même bossé très très longtemps après pour finir le jeu. Ouais, et au final, le jeu, il est cool, mais parce qu'ils l'ont fini, en fait. Après. Ouais. Mais s'ils l'avaient laissé dans l'état dans lequel ils l'ont sorti, c'était pas un bon jeu. Donc voilà, d'un point de vue assez généraliste. Ouais. Et après, d'un point de vue personnel, bah, c'est quand le jeu, il te parle. Tu vois, par exemple, moi, je déteste les jeux de sport, je déteste les jeux de bagnole. Le meilleur Gran Turismo du monde ne me plaira jamais. Et un truc un peu hybride, genre Wipeout? Non. Ah, ok. Non, vraiment. Le course, c'est pas ton... Non. Ok. Mario Kart, vraiment, c'est mon grand max de jeux de course. Et très rapidement, je me lasse et je fais j'en ai marre. Ah, même Mario Kart, t'arrives à te lasser? Ouais. Incroyable. Je crois que t'es la première personne que je rencontre qui se lasse de Mario Kart. Mais parce qu'en fait, je suis assez mauvaise aux jeux vidéo. Hein. Je suis assez nulle. Et alors? Et bah, dès qu'il faut déployer un peu de skill... Mario Kart du skill, ouais. Bah, alors quand je joue avec mes potes, je me fais rouler dessus en permanence. Quand je joue avec l'IA, c'est très drôle Mario Kart. Voilà. Surtout quand je me mets des boosts, que je me mets en mode facile, machin, là c'est marrant. Mais jouer avec des vrais gens plus skillés que moi, c'est pas drôle. Pas drôle, ok, je comprends. Ouais, c'est un drame. Quel est le jeu que tu attends le plus? Alors je me faisais la réflexion que ça fait longtemps que j'attends plus tellement de jeux. Et je trouve ça un peu triste. Je me demande si j'ai perdu mon âme d'enfant. Mais il y a plus de jeux que j'attends. Vraiment. Là, le dernier jeu que j'ai vraiment attendu, il est sorti la semaine dernière. Et c'était The Rise of the Golden Idol. Ok, je connais pas. C'est un jeu de puzzle. Ouais, moi j'aime bien quand on flatte mon cerveau. Ok. C'est un jeu de puzzle qui fait confiance à ton intelligence. Donc, qui te prend pas par la main, qui, quand tu demandes des indices, te dit « t'es vraiment sûr? Est-ce que t'as bien fait ça, ça ?» On pense que tu peux trouver tout seul. Donc voilà, ça c'était vraiment... Et pour le coup, c'est un jeu qu'on peut classer en jeu indépendant.
Ok, tu regardes plus scène indé en ce moment pour chercher la satisfaction. Alors, ils ont un peu de sous, mais plus indépendant. Et avant ça, le vrai dernier jeu que j'ai kiffé, c'est God of War. Celui de 2018. Celui de God of War 2. Ragnarok. Ah ouais, pas le premier. J'ai adoré alors, je suis vraiment... C'est peut-être à égalité avec Picross, il y a les God of War, mais les premiers. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de violence. Quel défouloir. Et que vraiment, ça me parle de ouf. Et du coup, quand ils ont... en 2018, quand ils ont balancé God of War dans le Nord avec une ce qui est hache... drôle, j'ai vu un de tes posts qui disait « Je finis, c'était fun, mais pour le froid, c'est bon là, la chaleur de la Grèce me manque », un truc comme ça. Ouais, mais ouais, parce que vraiment, j'ai un amour infini. Et donc, 2018, God of War sort, et moi je fais « Non, je boude, je veux pas jouer, c'est pas ça God of War ». Et 1 an après, je joue, et il est quand même un peu cool. Il est pas mal, ouais. Et à un moment, on récupère les chaînes. Oui. Et donc, bon, bah là, déjà, j'étais contente. Ah, okay. Et quand le 2 est sorti, j'étais en mode, ok, ils ont réussi à m'embarquer sur le 1, donc go pour le 2. J'ai passé vraiment un très, très chouette moment. Mais là où j'ai vraiment été surpris, c'est quand ils ont sorti le DLC Valhalla. Ouais, je l'ai pas fait celui-là. J'ai fait tout, mais pas. Donc, je te disais que je suis nul. Je suis pas ce qu'il est. Et ce DLC, c'est quand même un roguelite où tu ne peux progresser qu'en étant bon. Je l'ai pas fait. Mais je te le dis. Ok, d'accord. Et donc, pas du tout mon truc. Ouais. Et je commence à jouer. Et en fait, comme ils ont d'une façon très ingénieuse distillé de la narration, et on parle de ce qui s'est passé en Grèce. Du coup, je voulais voir, tu vois. Donc, je me force un peu et je finis toute la narration. Et en fait, je me rends compte que, waouh, je m'amuse vraiment beaucoup. Parce qu'un game design d'une intelligence rare qui fait que à chaque fois que je meurs, j'ai l'impression d'avoir appris un truc. Et je finis le jeu en me sentant 10 fois plus skillé que quand je l'ai commencé. Et du coup, derrière, je retourne sur le premier pour aller platiner les super boss parce que maintenant, je me sens cap, tu vois. Trop bien. C'est les Valkyries, tu veux dire ? Ouais, les Valkyries et tout. Et vraiment, j'ai trouvé ça bluffant d'avoir un jeu qui arrive à me prendre par la main et à m'emmener là où je voulais vraiment pas aller et le faire d'une façon suffisamment brillante pour que je sois reconnaissante de ça. Voilà. Ils sont balèzes chez Santa Monica. Oui. Ouais. Tu te rappelles de cette époque où on allait chez le marchand de journaux pour acheter un magazine pour voir les previews et les tests des jeux pour savoir à quoi s'attendre ? Et dedans, il y avait des Solus aussi. Il y avait des Solus, effectivement. Putain, quand tu galérais sur Zelda, notamment. Infinissable sans Solus. Les articles étaient fun, les journalistes étaient des gros geeks comme les joueurs et leur jugement était plus ou moins respecté. Comment on fait aujourd'hui pour se renseigner sur la qualité d'un jeu ? Ah bah c'est hyper facile. Tu lis JV Le Mag. Ouais. Tu le recommandes vraiment ? Ah bah évidemment. Alors en plus, c'est très loin de ce qu'on regardait quand on était petit. Ouais. C'est-à-dire que là, c'est des vrais articles de fond, c'est des vraies analyses, et quand ils font des tests, ils en font pas 12 000, mais leurs tests sont extrêmement argumentés et étayés. Il y a encore de la presse de qualité alors dans le jeu vidéo. Oui, mais lisez JV Le Mag parce que c'est une toute petite rédaction, parce que la presse ne va vraiment pas bien. Oui. Donc tous les magazines de jeux vidéo ont tous mis la clé sous la porte les uns après les autres. Je crois qu'il en reste 4. Et il y en a 2 que je recommande, c'est JV Le Mag et Canard PC. Ok. Où on a encore ces journalistes qualifiés de qualité qui font des papiers bien écrits et pas... alors j'ai été moi-même blogueuse, mais pas des articles de blog, tu vois, vraiment de la qualité dans l'écriture, dans la recherche, etc. etc. Et si t'es trop vieux et que tu penses que le papier est dépassé, eh ben, tu peux aller regarder ce que fait Origami, qui est une rédaction d'anciens de JV Le Mag de Gamecult. Ah oui. Et j'oublie quelqu'un, je vais me faire disputer. Je sais plus qui. Ouais. Voilà. Qui eux font que des choses en vidéo. Et entre autres, tous les vendredis à 13h sur leur chaîne Origa Twitch,
Ils font l'hebdo de la semaine, Mhm. où justement ils critiquent des jeux. Ils prennent 3-4 jeux et ils expliquent, ils y ont joué, ils expliquent ce qu'ils aiment pas. Ils discutent beaucoup, et donc ça c'est l'émission du vendredi. Et si tu t'intéresses à l'industrie du jeu vidéo, le mardi, il y a Gotos qui fait partie de l'équipe d'Origami qui fait la Mardinale. Et il fait toute l'actu et particulièrement l'industrie. Donc, quel studio ferme, quel mouvement. Il y a du boulot en ce moment. Ouais, depuis 2 ans, c'est-à-dire que ces Mardinales ont commencé à être un peu moins fun. Ouais, tu m'étonnes. Mais c'est hyper intéressant parce qu'il prend un sujet et il le tient sur la durée et tu peux voir comment les choses évoluent, etc. Donc voilà. Origami, j'y vais le mag. Et je dis pas ça que parce que c'est mes amis. Pas mal. Mario, The Last of Us, Fallout, Arcane, après 3 décennies de bons gros nanars des familles, on dirait qu'on a enfin droit à des adaptations un peu plus quali. Comment as-tu trouvé le film Mario et les séries Last of Us, Fallout et Arcane? Alors, Arcane, j'ai toujours pas vu. Ok. Parce que j'arrive pas. Enfin, en fait, League of Legends, j'en ai rien à foutre. Ouais, mais il paraît que t'as Mais pas il paraît besoin. que c'est génial, mais tout le monde me dit vraiment, c'est incroyable. J'ai des potes qui Que me disent, t'as mais pas j'ai besoin de suivre le jeu ou pleuré de et jeu. tout. Ouais. Ouais, mais ça me. Ok, c'est pas un univers qui te. Un jour, j'irai, mais là, j'ai d'autres trucs à faire. Mhm. The Last of Us, j'ai pas vu. Et c'était quoi l'autre? Fallout? Fallout, incroyable. Ah ouais, t'as kiffé? Ah, j'ai kiffé parce que je trouve que c'est une utilisation intelligente du matériau de base. Mhm. Et c'est une exploration qui est assez cool. Et en plus, ils ont des sous. Alors bon, ça gâche rien. Bah ouais. Et Mario? Et Mario, j'ai été le voir avec mon fils. Ouais. Et c'était génial de partager ça tous les Bah, deux. bien sûr. Parce qu'on n'a pas vu les mêmes choses dans le film. Entre autres, moi, j'ai vu tout le fan service et j'étais en train de gigoter sur mon siège et de le secouer comme un prunier en disant « T'as vu ça? T'as vu ça ?» Ça lui parlait pas du tout. Ouais. Mais on a tous les deux passé un super moment, pas pour les mêmes raisons. Et c'était vraiment très très cool. C'est chouette. On a parlé avec Pierre Tessier il n'y a pas longtemps. Et une VF. Et une VF au petit oignon. Ouais. Avant les 3-4 là susmentionnés, quel était ton adapt de jeu vidéo préféré? On a tous un fel pour l'un d'entre eux, même si on sait que c'est tout naze. Il y avait quoi comme choix? Il y avait Mario, tu te rappelles de Mario, le film de 93? Je crois que je l'ai pas vu, ou alors si je l'ai vu, je l'ai C'était oublié. pas bien. Ouais. Il y avait Street Fighter, Mon Mortal préf, Kombat. Mon préf, c'est Street Fighter. C'est vrai. Je peux le regarder à l'infini. Avec Van Damme? Ouais. Qui arrive à la fin, Ouais. après l'explosion et tout. Ah, en fait, même pas mal. Il y a rien qui va. J'adore ce film. Ah, c'est gueulant. Je crois que je l'avais vu au Cinoche avec un ami commun. Ah ouais. Ouais. C'est vraiment, c'est un des nanars. C'est une des seules adaptations de jeux vidéo où je ne regrette. J'ai pas l'impression qu'on a volé mon temps. C'est-à-dire que c'était pas l'intention initiale, vraiment, mais moi tu t'es marré, du coup, ouais. j'ai vraiment passé un bon moment. Je vois. Suite, remake, remaster, pourquoi l'industrie du jeu vidéo a-t-elle autant peur de créer de la nouveauté? On vit sur l'héritage des 20 dernières années, mais cette génération n'a-t-elle pas droit aux mêmes pépites et découvertes que nous? Alors, vas-y, remets-toi. on en revient à... Risque inverse. Bah oui, c'est exactement ce qui se passe à Hollywood, c'est-à-dire que on veut du retour sur investissement, et du coup, c'est plus simple d'aller chercher les anciens joueurs, plus les joueurs qui n'y ont pas joué mais qui en ont entendu du bien, qui vont venir s'additionner, et donc tu sécurises plus ta sortie. Ce qui n'empêche que quand il y a des vrais bons nouveaux jeux qui sortent, ils rencontrent aussi leur public, mais c'est plus risqué. Vraiment, c'est vraiment... Enfin, est-ce que c'est vraiment plus sûr de partir sur ce principe? Parce qu'on a vu des belles gamelles avec des suites, des remakes, des reboots, des... Genre quoi? Merde, je les ai pas notés. Genre quoi? On a eu des remakes et des reboots qui se sont révélés nuls. Le remake de Resident 3, par exemple, il a pas hyper bien marché. Ouais, mais il a marché suffisamment. Le Rebirth, Final Fantasy 7.2, il a pas hyper bien marché. Alors, pour le coup, je sais pas trop Même comment... s'il est hyper bien. Hein. Ouais, mais je sais pas trop. Alors, il y a
y a diverses questions. C'est-à-dire que leur jeu est en 3 parties. À quel point il y a de la réhute, c'est-à-dire à quel point ils font une économie d'échelle sur leur 2e et 3e jeu. Et du coup, à quel point est-ce qu'ils ont besoin d'en vendre moins pour retomber sur leurs pattes. De toute façon, je pense que même si le jeu est nul, avant que tous les joueurs se rendent compte que le jeu est nul, il y a des chances pour que tu en aies vendu suffisamment pour que ce soit OK. Parce que de toute façon, tes rebooks, tes remakes, etc., tu réécris pas l'histoire. Enfin, tu vois, tu zappes toutes ces phases de conception, de préconception. Ta pré-prod, elle est quand même hyper simple parce qu'en fait, tout existe déjà. Donc, il faut refaire les trucs. Ah si, j'en ai un. Tu sais quoi refaire ? Warcraft 3 Reforged. Est-ce qu'il leur a coûté si cher que ça à faire ? Acti a coupé les vivres en cours de route. C'est aussi pour ça que le jeu est... On en revient, hein ? Quand un jeu est terminé, il est bien. Donc oui, du coup, s'ils ont coupé les vivres en cours de route, de toute façon, ils espéraient pas faire la culbute dessus, tu vois. Je t'avoue que ça me dit... Je me souviens même pas de... Il y a peut-être Overwatch 2 aussi qui a un peu fait un petit bid. Oui, alors... C'est une suite. Ouais, c'est plutôt 1.5 qu'un 2. Ouais, en vrai, c'est ça. Et pareil, je sais pas... Bon, après, de toute façon, je veux pas pleurer pour eux parce qu'ils ont suffisamment de thunes plein les poches pour pouvoir s'en remettre. Et du coup, prendre aussi le risque de faire des trucs pas super bien sans que ça soit une catastrophe pour eux. Mais je pense vraiment que les remasters et les remakes, là, c'est quand même de l'argent facile, quoi. Ok. Alors, la crise, on en a déjà parlé, je vais passer. Ça aussi, je vais pas, on a tout dit. Ton avis sur les Game Awards ? Les trucs de Jeff Keighley, là ? Ouais. Non. Non, merci. Non, mais enfin, c'est... Est-ce que c'est pertinent ou est-ce que c'est plus de la com et les gens regardent plus pour les bandes annonces des jeux à venir ou... Les gens regardent pour les bandes annonces des jeux à venir. Jeff Keighley fait ça pour se faire de l'argent avec les pubs. Enfin, si c'était vraiment des awards orientés vers les gens qui font les jeux, bon, on les couperait pas au bout de 10 secondes. Et on n'offrirait pas des tunnels de 20 minutes à des gens qui n'ont rien sorti et qui sont juste en train de dire je prépare un truc à un moment. Des Kojima ou des... Oui, par exemple, oui. Parce que c'est des potes, tu vois. C'est vraiment... c'est un truc hyper mercantile qui se contrefout des gens qui font les jeux. Mais déjà, j'ai vu la proportion pour les résultats, en fait, les jurys. C'est des magazines qui sont plus ou moins en rapport avec des jeux vidéo, d'ailleurs. Ça peut être des trucs qui n'ont rien à voir, genre, je sais pas, Figaro Magazine, enfin, c'est pas ça, mais version US. Et ça compte pour 90% du vote. Et t'as les joueurs, quand même, qui votent, je sais plus comment, par Internet ou je sais quoi, qui comptent pour 10%. Il n'y a pas un côté un peu chelou ? Mais non, mais enfin, de toute façon... pipé, en fait. Mais les awards ne veulent rien dire. Pendant 3 ans, Keighley a fait non, les DLC, ça compte pas. Ouais, et là, il y a le DLC d'Elden Ring qui sort. Il fait si, ça compte. Mais en fait, il n'y a aucune règle. C'est juste. Et moi, en plus, j'ai entendu parler de comment tu peux influencer les jurés pour que ton jeu soit sélectionné déjà, voire gagnant. Et en fait, c'est juste de la lutte d'influence, etc. Enfin, on est déjà assez gêné par ce qui se passe aux Oscars, et je pense que les Oscars ont le cul plus propre que les Game Awards. Ouais. Donc non, vraiment... c'était pas l'année dernière, mais il y a 2 ans, l'industrie était sinistrée, ça virait à tout va, et Keighley n'a pas eu un mot pour les développeurs et pour les studios qui fermaient. Les gens qui font les jeux, ils s'en foutent. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les pépettes que le jeu vidéo peut rapporter, quoi. Ton avis sur les DLC qui peuvent être nommés, enfin en tout cas qui peuvent décrocher le titre de Game of the Year ? Pourquoi pas ? Enfin, on a... La vraie question, c'est quoi un DLC ? Parce que quand tu prends un DLC d'un petit jeu qui te rajoute genre une mission, et quand tu prends en effet le DLC d'Elden Ring où c'est quasiment un jeu à part, qui reprend en effet les mécaniques, etc., mais c'est vraiment un truc à part. Mais est-ce que c'est jouable sans que tu aies acheté le jeu de base ?
Alors ça, je sais pas. En fait, on appelle ça des stand-alone. Mhm. Je sais pas. Alors, Elden Ring, Standalone, t'as pas besoin t'as d'avoir pas besoin le jeu. d'avoir le jeu de base. Voilà. Est-ce que c'est le cas pour Elden Ring? Non, parce qu'il me semble qu'il faut que tu aies tué 2 boss spécifiques pour pouvoir débloquer l'entrée du DLC. Voilà. Mais On aurait peut-être répondu à la question, là. À partir du moment où t'as besoin. en fait, le truc, la vraie question, c'est est-ce qu'on peut... Parce que là, ce qui est gênant, c'est qu'il a toujours dit non et que soudain il dit oui. Ouais. Mais est-ce qu'on aurait dû toujours dire non? Parce qu'il y a vraiment des DLC qui sont hyper cool. Mais est-ce qu'on devrait pas mettre Une catégorie DLC? Voilà. Peut-être on tient un truc. Je dis ça, je dis rien. Je l'appelle, je lui en parle. Ouais, tu fais ça ce soir. Tu joues à quoi en ce moment? En ce moment, je joue à The Rise of the Golden Idol. Ce fameux jeu que t'as attendu depuis il hyper est longtemps. moche. Enfin, vraiment, c'est une DA que je trouve atroce. Ouais. Mais c'est fun. c'est vraiment... En fait, je vais te donner envie d'y jouer. Dis-moi. En fait, le jeu commence, t'as une petite scène légèrement animée. Donc, comme une sorte de photographie d'un moment. Ouais. Mettons, t'as, je sais pas, un gars mort étendu par terre. Oh, ça va être fun. Une fenêtre qui bat, Ouais. un rideau qui se soulève et une porte entrouverte au fond. Et en fait, ton but, ça va être Enquêter. de reconstituer, de pouvoir expliquer comment est-ce qu'on est arrivé à cette scène-là. Ah, ok. Et donc, en fait, tu vas peut-être tu vas cliquer à différents endroits de l'écran. Donc, il y a un petit côté point and click pour récolter des indices qui vont être là sous forme de mots. Donc, par exemple, tu vois une litière, donc tu vas cliquer dessus et tu vas prendre le mot chat. Et c'est les chats qui utilisent les litières. Ouais, bien. jusque-là, ça suit. Tu vois ce genre de truc et tu vas avoir un texte à trous à remplir pour essayer de décrire ce qui s'est passé. Et ça peut très bien être, en fait, cette personne a un chat, le chat était sur le haut de l'armoire, il a renversé un pot qui lui a fracassé le crâne, le chat avait faim, il est passé par la fenêtre. Alors que tu peux avoir dans les indices des trucs qui te font dire que peut-être il s'est fait cambrioler, tu vois. Et donc c'est vraiment, ça mélange de l'observation, de la logique et du vocabulaire. De l'utilisation de mots et je trouve ça hyper cool. Parce qu'en plus, donc The Rise, c'est la suite du premier jeu qui était... The Fall. Non, attends, c'était quoi? Bref, Golden Idol, the machin of Golden Idol. Ok. Et qui lui se passait, le premier se passait à l'époque victorienne à peu près. Donc tu avais toute une série de tableaux qui en fait te racontaient une histoire. Et là, celui qui vient de sortir se passe dans les années 70 où tu suis, attention spoiler, l'histoire de la Golden Idol. Ah mince, j'aurais pas dit. Et pour voir voilà, ce qui se passe pour elle à ce moment-là. Et c'est un peu tordu, un peu mystique. Enfin, c'est vraiment incroyable. Combien il coûte? Il coûte une quinzaine d'euros ou peut-être 20 euros. Et tu joues sur Switch? Alors, tu peux y jouer gratuitement si tu as un abonnement Netflix. Mais je déconseille, puisque ce tout petit écran n'est pas vraiment adapté à un jeu d'observation et d'enquête. Ah, bien vu. Et en plus, tu vois, il faut que tu déplaces des mots, que tu essayes de les trouver, c'est pas hyper cool. Mais tu peux jeter un coup d'œil au jeu, voir à quoi il ressemble et voir s'il botte. Ouais. Et après, il est sorti sur PC. Et voilà. Moi, j'y joue sur PC et téléphone. Je suis sur PC moi, depuis quelques temps. Pas mal de temps. Bon, en conclusion, les jeux ouvrent de plus en plus la voie au cross-média. On l'a vu avec les œuvres mentionnées, mais il y a aussi des BD, Assassin's Creed par exemple. J'ai récemment vu un concert de musique classique pour les 20 ans de World of Warcraft qui reprenait tous les thèmes principaux des extensions. Que penses-tu du cross-média? Est-ce l'avenir du divertissement? Non, c'est pas ton truc. Toi, ton truc, c'est le jeu vidéo. Non, mais c'est surtout, moi je les ai lus, les BD Assassin's Creed, c'est un peu des purges, quoi. Pardon, mais c'est un peu nul. J'avais un des auteurs qui était là à ta place il y a pas longtemps et il a dit, je me suis un peu croûté. Ah ouais, non, c'était pas bien, quoi. En fait, le cross-média, je pense que si ça vient pas des créateurs, c'est pas ouf. Genre Fallout, t'as kiffé, par exemple? Ouais. À quel point tu vas mêler les créateurs? Je sais pas.
Je pense que soit il faut que les créateurs soient impliqués, soit il faut qu'il y ait une espèce de compréhension et de volonté de respecter le matériau original et pas de faire « ouais, c'était super, mais en fait, moi, j'aurais pas du tout fait ça, alors ?» Parce que ça, c'est très déceptif. Les concerts, c'est hyper cool, mais en fait, les concerts, c'est juste reprendre le matériau original et le rendre... Enfin, tu vois, faire des covers, des covers ou même des revisiter les thèmes, etc., etc. Mais ça reste dans la sphère. Quand tu as un auteur qui s'est fait suer à raconter une histoire particulière à l'intérieur de son jeu et que toi, tout ce que tu as envie de faire, c'est de raconter autre chose, mais en utilisant la marque parce que ça va permettre de mieux vendre, ça n'a pas d'intérêt. C'est pour ça que Fallout est cool, c'est parce que il y a vraiment une compréhension et une poursuite de tout le lore du jeu. Et je pense que c'est ce qui différencie une bonne et une mauvaise adaptation. Quel est l'objet dérivé que tu as préféré? C'était ma dernière question. Genre, visiblement pas les BD Assassin's Creed. Non, définitivement non. Ouais, je sais pas, peut-être le film Mario? J'ai cru que tu allais me parler du film Assassin's Creed et là j'étais prête à partir. Horrible. Non, c'est vrai, avec Fassbender, ouais, je l'ai vu. Et Marion Cotillard, il me semble. J'ai vraiment eu l'impression, et pourtant j'aime pas du tout cette expression, mais d'être prise en otage. Ah ouais, t'as été le voir au cinéma? Ubisoft nous a emmenés le voir. Ah, c'était à l'époque, t'étais encore chez Ubi. J'étais encore chez Ubi. Et donc c'était une sortie de classe. C'était vraiment une sortie de classe avec tout le studio, et on était tous enfermés au Grand Rex devant ce film qui était une purge, et on pouvait pas sortir, quoi. C'était horrible. Ouais. T'aurais pas pu tirer la signal d'alarme ou un truc genre... C'était trop loin, il y avait trop de gens de chaque côté. Il y a le feu, monsieur, non? Monsieur Guillemot, il y a le feu. Non, c'est bon, ok. C'était vraiment pas bien. C'est une très bonne question. Je crois que c'est les goodies. Ouais. Tu sais, les petits trucs à la con, là, les figurines, les coussins. Ah, tu collectionnes les figurines? Alors, j'ai une collection d'Amiibo. Oh, vache, ouais. Okay. Qui, à chaque fois que je la regarde, je me dis, mais pourquoi? Ouais. Comment on en est arrivé là? Et je la continue. Parce qu'en fait, c'est ça le mieux. À un moment, j'avais jamais joué à Zelda, parce que tu sais, Mega Drive. Donc j'ai commencé à jouer à Zelda, enfin j'ai découvert vraiment Zelda il y a 5-6 ans peut-être. Non mais t'avais joué à Soleil. À Soleil? T'as pas joué à Soleil sur Mega Drive? Non. Oh non, moi j'ai joué à Phantasy Star 3. Ouais, ok, non mais Soleil. Ah, ça me dit rien du tout. Landstalker aussi? Non. Je te les envoie. Non, tu sais, le rétro, c'est non. Donc, t'ennuies pas, quoi. Merde. Mais, et donc, j'ai commencé à découvrir Zelda très tard. Et, hey, surprise, des jeux incroyables. Donc, j'ai commencé à les enchaîner. Et il y a un moment, ils ont fait si vous avez des amiibo, vous pouvez débloquer des trucs dans le jeu. Donc, j'en ai acheté un. Puis après, il y a eu des promos, donc j'en ai acheté 2, 3. Comme ça. Et à un moment, j'en avais 5, et il m'en manquait plus que 6 pour avoir la collection complète. Donc j'ai fini ma collection. Résultat, le dernier qui est sorti, là, comment il s'appelle? Tears of the Kingdom. Je crois que c'est ça. Ouais. Ils ont sorti 3 nouveaux amiibo. J'étais en mode, oui, mais j'avais une collection complète. Donc t'es obligé pour être... Voilà. En plus, comprends le... Et à chaque fois que je les regarde, je suis en mode... Mais par contre... étrangement, je ne regrette pas ma collection de Disney Infinity. Est-ce que tu te souviens des Disney Infinity? Vaguement, de loin. Je n'ai pas trop suivi le truc. C'était des jeux plutôt destinés aux enfants. C'était un peu comme les Skylanders. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Tu avais donc c'est des figurines avec une puce RFID en dessous et ça te débloquait des trucs et tout. Et j'adore le design des Disney Infinity. Et j'en ai plein et je les aime. Surtout qu'ils sont plus trouvables, tout ça. Donc je suis très fière de ma collector. Ouais. Tu vois, le cross-média, on n'est pas loin en fait. Entre le jouet et le jeu vidéo, peut-être l'avenir. En vrai, plus que mes Disney Infinity, je crois que mes préférés, c'est mes Yoshi, mes amiibo Yoshi, parce qu'ils sont en tissu. Et donc j'ai vraiment des petits Yoshi en laine. D'ailleurs, si jamais tu entends parler d'un Pucci, le petit chien dans Yoshi, dans Yoshi, que j'ai pas réussi à avoir, qui est en rupture partout et qui est vendu 80 balles. Je suis un pigeon, mais pas à ce point-là. N'hésite pas à me faire signe.
Ça marche. Bah, si quelqu'un trouve un Pucci, c'est comme ça qu'il Ouais, s'appelle. le petit chien. Je me rappelais même pas de son nom. Ok, d'accord, ça marche. Bon, bah, c'est top tout ça. Merci, Abby. Bah, de rien, avec plaisir. Et puis bon jeu. Ça marche. Allez, salut l'artiste. Salut!